conditions aussi professionnelles. Et puis, je suis particulièrement touché que Bernard Bonnet ait accepté de pouvoir venir parce que c'est vraiment... là, ce soir, on a vraiment une personne de très haute qualité. J'espère, Stéphane, que que je te déçois pas, mais vraiment, ça m'honore la présence de Bernard Bonnet. Rapidement, donc l'ordre du jour, je vais vous faire une petite présentation, introduction. Stéphane va vous faire donc une présentation du collectif Oasis Réunion. On va être très rapide. D'ailleurs, il y a pas mal d'idées qui vont être abordées ce soir. On n'a que 45 minutes et honnêtement, on a dû élaguer, on a dû séquencer et on aurait facilement tenu une journée entière rien que sur les sujets. Donc imaginez comment on a dû discuter pour enlever les sujets. Ensuite, il y aura un état des lieux qui sera fait à un contexte mondial et à La Réunion. Bernard nous expliquera pourquoi il est urgent de changer de modèle. On dira finalement pourquoi est-ce qu'il faudrait une alimentation alimentaire à La Réunion. Est-ce que c'est possible? On verra s'il y a des leviers qui doivent être actionnés. Et puis après, on se dit que le bio, ça coûte cher. Ça m'étonnerait que vous ressortiez de cette salle avec la même idée. Ouais, c'est parti. Allez, donc bonsoir. Donc le collectif, il est né donc il y a 7 ans, en 2017. En fait, il est né avec un petit groupe de personnes dont Bernard Bonnet faisait partie. Il y avait Bernard Astruc, Frédéric Bordenave, et ils se sont posé la question par un questionnement, interrogation. Est-ce que la Réunion, l'île, est autonome au niveau autosuffisance et autonome au niveau alimentaire? Et en fait, c'est parti de ce questionnement qui est né donc une série de conférences qui, en 2017, c'était le titre Nourrir la terre pour nourrir les hommes. Et par la suite, il y a eu donc campagne de glyphotest, donc, où on a pu voir qu'il y avait 100% des tests étaient positifs, donc ça veut dire qu'il y avait du glyphosate dans les urines. Donc ça veut dire que les produits chimiques, les traitements qui sont mis épandus, eh bien, ils vont dans notre corps et on le retrouve dans les urines. Donc ça montre bien. En 2021, Bernard Astuc, Bernard Bonnet, donc on pu évaluer si l'autonomie, à peu près le degré d'autonomie et de dépendance plutôt. En fait, on est dépendant à 80%, vous verrez plus tard, de l'extérieur. Et en 2021-2024, ce qui est important, c'est de pouvoir, comme ce soir, allier des chiffres et des notions scientifiques pour appuyer nos informations, pour pouvoir argumenter. Et donc, on a pu faire un partenariat avec le CNRS de Paris, et où il y a Gilles Billen qui est venu sur l'île, qui a fait le tour de l'île et a inspecté tout ça pour pouvoir montrer que c'était possible de faire une agriculture 100% bio, locale et paysanne. Ah, tac, tac, tac. Ah oui, c'est moi qui l'ai. Tac. Donc à ce jour, on est parti donc de 2017 avec un manifeste, puisque le collectif brandit un manifeste sur lequel tout est écrit. Vous pouvez le voir sur le site Oasis Réunion. C'est en 2 clics, c'est comme une pétition. Et en fait, on met justement dedans les éléments. Donc il y a 43 000 signatures qui sont faites maintenant depuis, parce qu'on est présent sur pas mal de salons pour présenter, sensibiliser. Et du coup, ça montre qu'il y a un intérêt pour manger sain pour la santé, pour l'écologie. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un souhait, pourquoi pas, que La Réunion soit un département pilote où dessus, on soit zéro phyto, sans produits chimiques pour les cultures. Donc le contexte mondial. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du rapport Meadows ou du rapport qui parle des limites à la croissance ou le rapport au Club de Rome. Ça fait partie des éléments très importants à comprendre. Vous voyez sur la partie, donc, je vais mettre dans le même sens que vous, sur la partie gauche, en fait, l'idée c'était de dire qu'est-ce qui va se passer avec les ressources planétaires et l'augmentation de la population. Donc le MIT, Massachusetts Institute of Technology, autrement dit des pointures en matière de scientifiques, ont dit tiens, on va analyser ces éléments-là. Ils étaient en 1972 et ils ont pris donc tous les éléments depuis 1900. Ils ont comparé les ressources tout en haut en vert, ils ont comparé la nourriture, ils ont comparé la population en bleu, la production de services en orange, la pollution en violet et puis la production industrielle en rouge. Et puis, ils en ont tiré des courbes. Il y a le modèle 3,
le modèle 3 que vous avez peut-être déjà entendu parler et qui s'appelle Business as usual. Ça vient de là, ce terme. Et en fait, si on continue de consommer comme on le faisait en 1972, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont tiré cette projection que vous voyez en pointillé. En 2010, le premier tracé que vous voyez, c'est-à-dire ils ont tracé des réalisations ce coup-ci. C'est ce que vous voyez avec la courbe en plein. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'entre 2010 et 2030, il se passe quelque chose qu'on appelle l'effondrement. Clairement, on a de plus en plus de population, de plus en plus de consommation. Par contre, les ressources, elles chutent. Et je vous rappelle que depuis 2010, enfin depuis 1972, cette courbe-là, c'est celle qui est suivie. Donc il faut s'attendre à ce qu'il puisse y avoir ce problème. Je vais vous donner une image. Imaginez le Far West, imaginez une mine d'or. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent et qui tapent dans la mine d'or. Qu'est-ce qui se passe obligatoirement au bout d'un moment? Et de cette ville qui se situe au Far West, il en reste une ville fantôme. C'est pour vous imaginer un petit peu ce qui peut se passer. Là, on a la courbe des températures depuis 800 000 ans. Et on voit qu'ici, tout a complètement sur votre droite. Donc, du coup, on a 1870, l'ère industrielle qui arrive et les humains qui consomment de plus en plus de CO2 et qui projettent de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Vous savez évidemment les conséquences du CO2 avec le réchauffement climatique. Ici, c'est pour illustrer en fait que ce réchauffement climatique, il vient aussi de notre consommation et notamment on sait que pour pouvoir produire pour élever des animaux, on a besoin de soja. Et ce soja, il vient de l'Amazonie. Et en Amazonie, pour pouvoir planter du soja, eh ben, on fait de la déforestation. Et donc, on libère encore du CO2, on enlève ce qu'on appelle des puits de carbone qui absorbent le CO2. Et donc, il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il y a de plus en plus de réchauffement climatique. Un des moyens hyper simples de réduire ce réchauffement climatique, c'est de réduire considérablement sa consommation d'animaux, très simplement. Et les bovins, en plus, émettent du méthane qui émet 38 fois plus d'effets que le CO2. WWF a fait un rapport qui vient d'être actualisé. On le connaissait avec 78% de la disparition des vertébrés et le rapport de 2024, c'est 73%. Imaginez un mur de la biodiversité, enlever les 3/4 des briques, et vous pouvez espérer que ça va tenir longtemps. Et tout ça, c'est dû à quoi? Majoritairement, aux pesticides et à la déforestation. Là, c'est un rapport qui a été émis par le GIEC et on espérait qu'il puisse y avoir une température de 1,5 degré à l'horizon 2100. Vous savez très bien que maintenant, les projections, elles sont beaucoup plus courtes et qu'elles vont entre 2025 et 2030. Et si je vous disais quel est l'écart de température qu'il y a entre la dernière ère glaciaire sur la planète et aujourd'hui? 120 degrés, 10 degrés, 4 degrés. Entre la dernière ère glaciaire, c'est à peu près entre 4 et 6. Et là, on part vers plus 4 degrés. Plus 4 degrés en température positive, alors que c'était moins 4 évidemment pour l'ère glaciaire. Là, c'est une extrapolation qui a pu faire, je crois que c'est Météo France, et qui disait, voilà l'exposition de la population au risque climatique. Plus c'est sombre, et plus il y a de risques. Vous voyez que pour la population à La Réunion, c'est très très fort. À votre avis, sous les tropiques, à une température de 50 degrés, on vit combien de temps? Allez, on va essayer. Dites-vous un résultat dans vos têtes. Vous l'avez tous enregistré? Quelques heures. Voilà. Je vous rappelle qu'à la Mecque, je crois que c'était le mois dernier ou il y a 2 mois, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont mortes du fait de la chaleur. En résumé, pour le contexte mondial, très positif. On a le droit à un effondrement, un réchauffement climatique et à une chute de la biodiversité. On continue ou on arrête? Pour La Réunion, donc Météo France, pareil, il a tenu les courbes de température entre 68, depuis 1968, vous voyez que c'est relativement fraîche, et les moyennes n'arrêtent pas d'augmenter. Je vous le fais en bref. Nos puits carbone à La Réunion,
Eh ben, les puits de carbone, en fait, vous voyez que la carte la plus verte, c'est l'état des forêts en 1665, et puis en 2020, vous avez l'état des forêts, qui non seulement donc c'est des puits de carbone, mais en plus, c'est complètement en lien avec les sécheresses, puisque vous savez que ce sont les arbres qui attirent l'eau et pas l'eau qui attire les arbres. Ça a été démontré scientifiquement. On vous a fait rapidement un point sur les effets des cyclones sur l'agriculture, donc des pertes agricoles et des difficultés d'alimentation. Je ne vous fais pas tout le reste, hein, on va se limiter à ça. Et maintenant, je crois que Stéphane va nous parler de notre assiette. Vas-y, clique. Alors, du coup, la réunion, on parle donc les chiffres. Ouais, c'est ça. Ce qu'il y a, ce qui est pas facile, c'est que les chiffres, on leur fait parler un peu comme on veut. Donc, le président de la République, le Premier ministre, conseiller départemental, ils disent que donc, la Réunion est autonome à 70% des fruits, frais, légumes. Sauf que dans tout ça, 70%, c'est quoi? Il n'y a pas forcément compris tout ce qui est conserve, produits surgelés, produits secs. Et ça représente voilà, un petit pourcentage en fait, de notre consommation sur l'île. Donc, c'est pour vous montrer. L'ADEME montre donc très forte dépendance. L'ADEME a pu estimer à 77%. Oasis Réunion avait fait un travail, on était à 80%. Vous voyez, donc 80, 77, on était proche dans le travail de la radioscopie qui avait été faite. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces 70% fait cultivés à La Réunion, en fait, ils dépendent d'engrais qui viennent de l'extérieur. Il faut savoir que chaque année, il y a 35 000 tonnes d'engrais chimiques qui viennent pour pouvoir faire cette production. Et il y a 3 500 tonnes de produits chimiques. Voilà, tout ça, c'est super. Non, c'est pas bon. Donc, ça montre la dépendance qu'on est à 95% de dépendance extérieure. Donc, on voit bien la balance à côté de la grosse flèche qui montre importation, plus de 7 milliards, exportation, 4 millions. Je ne sais pas si vous imaginez. 400 millions, excusez-moi, 400 millions. 400 millions. Mais bon, entre 400 millions et 7 milliards, je peux dire 4 millions. Non, mais je rigole, mais je rigole jaune, parce que c'est vraiment là, cette balance-là, ces deux chiffres, ça montre vraiment que donc dans les 7 milliards, bien sûr, tout est confondu, hein. Il y a 2-3 milliards pour l'alimentation, là, tout est confondu. Et donc, s'il y a un blocus, s'il y a quoi que ce soit, puisqu'on vit qu'on est une île, eh bien, on a 3-4 semaines de réserve. Donc ça fait réfléchir. Donc la bio à La Réunion, un peu de points positifs. Depuis, donc là, il y a une échelle entre 2011 et 2022. En une dizaine d'années, on est passé d'une centaine à plus de 500 exploitants en bio. Donc c'est plutôt positif. Au niveau de la surface, donc là, pareil, on voit, mais du coup, ça va en croissance, hein. Avec en vert clair, c'est la reconversion, parce qu'il pour passer en bio, il faut des fois les terres qui ont été polluées, il faut un temps pour qu'elles passent en bio. Donc, il y a un temps de reconversion qui est souvent de 3 ans. Et après, voilà, il y a des analyses. Et donc, on voit que c'est passé de 500 à plus de 2000 hectares, 2200 hectares en bio. Ça représente sur la surface actuelle du SAU à peu près à peine 5% hein, en bio. C'est pas beaucoup, hein. Il y a encore de la marge. On est à moins de 40 000 hectares de surface SAU et on va continuer. Mais par rapport à la canne à sucre, elle représente plus de 22 000 hectares. Donc sur la surface de SAU, il y a plus de la moitié qui est pour la canne à sucre. Et donc, comme vous pouvez voir, les médias, ils disaient qu'en 2022 était pire que 2021. 2023, en termes de production de canne à sucre, était pire que 2022. Et on voit au niveau des chiffres, donc on voyait, il y a une chute de la production, tonnage. Mais ça aussi, c'est aussi la terre. Il faut savoir que plus on la pollue, moins elle donne aussi. C'est un système qui va en décroissance. Et du coup, on a fait un petit dessin à côté avec l'agriculteur quelque part avec sa pelle qui creuse le trou, mais jusqu'où on creuse notre tombe. Là, la pollution agricole et alimentaire au niveau local. Donc, vous voyez que tout ce qui est rouge, en fait, c'est là où il y a de fortes pollutions. Et si on fait le lien entre production cannière, c'est relié, c'est très, très relié. Donc, ça fait mal au cœur. Et là, la toxicité des pesticides, là aussi, c'est un gros problème parce qu'en fait,
Pesticide, j'ai envie de dire que ça rime avec suicide. Ça, c'est ma petite partie, mais c'est pas marrant parce qu'en fait, il y a des gros problèmes de santé chez les agriculteurs. On n'en parle pas assez. Et c'est à cause des produits épandus. Donc, pour la canne à sucre, c'est principalement de l'herbicide, un canne à sucre. Et pour les cultures fruitières et maraîchères, c'est insecticide, fongicide. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très grave ce qui se passe. Alors, on peut faire sans. Donc, vu que La Réunion est une île, eh bien, il y a les risques de pénurie. Ça a été dit tout à l'heure en introduction, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a eu un blocus en 1943. Pendant 2 ans, les Gramoun, comme ils disent, s'en souviennent. Ce n'était pas une phase facile, sauf qu'à l'époque, on était aux alentours à la louche de 250 000 habitants. Là, c'est plus la même chose. Là, on est presque à 900 000. Donc, à l'époque, ce n'était pas facile, mais ils avaient tous un bout de terre. Il y a eu la fermeture du canal de Suez en 67, 75. Après, en 2021, vous avez entendu parler du grand navire qui fait que du coup, ça a bloqué. Le Covid, on a pu voir le comportement dans les grandes surfaces. On se battait pour acheter du papier toilette. Enfin, c'était pas marrant. Les crises sociales par les gilets jaunes en 2018. Et sachant que dans l'avenir, tout ce qui est au niveau production pétrolière, ça va augmenter les coûts. Enfin, c'est de plus en plus rare. Ça va se raréfier, donc les coûts vont augmenter. Un peu de logo, là, le HVE, donc haute valeur environnementale. Donc, comme vous pouvez lire, laisse croire aux consommateurs qu'il présente des garanties égales, voire supérieures à la label AB, agriculture biologique, alors qu'il tolère des fertilisants chimiques et pesticides. Et puis, du coup, il y a la notion d'agroécologie, mais des fois, elle peut résonner comme agriculture raisonnée qui laisse aussi entrer de l'engrais chimique, pétrochimique. Donc, on appelle ça l'agriculture pétrochimique. Donc, ça ne va pas dans le bon sens. Pourquoi il est donc urgent de changer le modèle? Je passe le relais. Hop. Merci. Je te demanderai si tu peux passer les diapositives, ce sera plus confortable pour moi. Donc bonsoir, et ma modestie en a pris un coup, ma modestie naturelle en a pris un sacré coup avec Didier Bourse et puis avec mes amis d'Oasis Réunion. Bon, personnellement, j'ai vu se créer l'Université de la Réunion dans les débuts des années 70 et l'évolution du territoire, de la population a été évidemment fantastique, considérable. On est passé d'un territoire qui était profondément sous-développé à un territoire qui est aujourd'hui, un département qui aujourd'hui se situe à peu près en termes d'infrastructure à l'égal d'une autre région de métropole. Et dans tous les domaines, on peut dire des activités humaines, il y a eu un développement considérable. Mais à la clé, il y a eu aussi effectivement des impacts multiples, très négatifs, notamment sur l'environnement naturel, sur les milieux terrestres et marins. Donc, ce n'est pas l'objet directement de notre discussion aujourd'hui. Simplement, j'interviens là dans cette conférence parce que j'ai eu la chance de travailler avec Bernard Astruc au départ sur une radioscopie, effectivement, à 7 points capitaux pour décrire un petit peu tout le secteur, non seulement agricole, mais aussi alimentaire, de la santé, de l'emploi, j'en passe. Et vous pouvez donc, avec le lien que vous allez trouver tout à l'heure sur une diapositive, vous pouvez toujours accéder sur le site d'Oasis Réunion à cette radioscopie qui est toujours d'actualité. Et il sera d'ailleurs intéressant sûrement de refaire un point de situation pour voir comment, en l'espace de 5 ans, la Réunion a pu évoluer ou non. Donc on a parlé des différents risques de l'agrochimie, on va en reparler. Je vais vous situer un petit peu quelques éléments concernant les ressources en eau, parce que l'eau, c'est la vie. Et quand l'eau n'est plus disponible ou qu'elle est polluée, eh bien malheureusement, la santé humaine et toute la santé des plantes et des animaux va s'en ressentir très très vite. Donc aujourd'hui, les agriculteurs ont été et sont encore les premières victimes de l'utilisation de produits de synthèse chimiques, donc phytosanitaires. Mais en fait, ils ne sont pas seulement phytosanitaires, puisque ce sont des molécules qui sont faites pour détruire la vie végétale ou animale, insectes, etc. Et pas seulement, parce que les mammifères que nous sommes, dont nous faisons partie, en bénéficient, si je puis dire. Et donc, les impacts de ces produits phytosanitaires sur la santé, elles affectent toutes les fonctions physiologiques de l'organisme, mais vraiment toutes. Et celles surtout qui sont au centre même de la régulation
de notre bonne santé, de notre équilibre naturel. Donc je pense par exemple au système qu'on dit endocrinien, aux systèmes hormonaux, hein, et quand ils se dérèglent, on en voit les conséquences très graves. Également le système nerveux, bien sûr, et puis tous les organes qui se distribuent, que ce soit dans la sphère digestive, depuis les lèvres même, le visage. Chez les agriculteurs, beaucoup ont été atteints de cancer de la peau, mais également donc après le tube digestif, l'estomac, les intestins, le foie, le pancréas, la prostate, organe reproducteur aussi. Les maladies prostatiques sont décuplées effectivement chez les utilisateurs de pesticides, de produits dits phytosanitaires. J'en passe et des meilleurs. Donc, quelque part, il est évident, il est totalement évident, ça coule sous le sens que ces produits de synthèse chimique peuvent être efficaces, effectivement, très efficaces dans la mesure où ils sont capables de détruire la vie, de tuer des organismes. Mais nous en payons aujourd'hui très fortement les frais, et de grandes enquêtes épidémiologiques hospitalières ont montré encore dans ces dernières années que la propension effectivement des organismes, des individus, des personnes qui sont exposés à ces produits pour être atteints de maladies diverses et de cancers notamment ou de maladies dégénératives, eh bien, s'est accru considérablement au cours de ce siècle. On va passer à la diapositive suivante. Et donc la grande question qu'on s'est posée dès le départ, parce que quand on parlait d'autonomie alimentaire, beaucoup ont dit « Ah mais à La Réunion, c'est pas possible, ça ne gagne pas ça, vous rêvez hein ». Et donc on a voulu savoir, objectivement, scientifiquement parlant, si effectivement c'était une possibilité réelle qu'on atteigne un niveau d'autonomie alimentaire ou pas. Et pour ce faire, on s'est associé avec des chercheurs du CNRS, Paris-Sorbonne, dont vous avez les noms ici, diapositive suivante. Et ça a abouti, on a commencé en 2021, et en 2024 est venu dans la presse scientifique spécialisée internationale, sont arrivés 2 articles successifs, un en anglais, un en français, et qui décrivent de façon très détaillée, et je vous dirais très convaincante, parce que ces revues, évidemment, sont soumises à l'examen de toute la sphère intellectuelle internationale. Donc, il ne s'agit pas de raconter des bêtises. Hein, et même si c'est La Réunion, que c'est loin, ça reste quand même transparent par rapport à la collecte des données, au traitement des données et aux conclusions qui en sont tirées. Donc, au-delà de ça, diapositive suivante, on va parler de l'azote, parce que ce à quoi on s'est intéressé, c'est à cet atome d'azote et à ces molécules qui contiennent de l'azote en plus ou moins grande quantité. L'azote, comme vous le savez sûrement, mais on le voit ici dans le camembert, là, le camembert qui est constitué d'air de l'atmosphère, eh bien l'azote, c'est quelque part la molécule qui est, l'azote gazeux, c'est la molécule qui est prépondérante et de loin, à plus de 70%. Et cet azote, on a la chance sur Terre qu'il soit absorbé par des organismes vivants dans le sol qui fixent donc l'azote atmosphérique. Et ça, c'est la voie naturelle de la transmission des molécules d'azote dans tous les organismes vivants, à partir de l'air, via le sol, la terre, et ensuite par la sève, donc, dans les plantes, dans les arbres. Donc on voit que cet azote ici, là, dans le sol, au niveau des racines, est capté dans des nodules, capté par des micro-organismes donc, qui vont fixer l'azote et le transformer en un certain nombre d'autres molécules. L'image centrale, le cadre central, c'est le cycle de l'azote, comme on dit. Alors, je vous passe les détails. Il y a des spécialistes peut-être dans la salle qui connaissent bien ce cycle de l'azote, mais on connaît les noms, par exemple, de ammoniac, nitrate. Bon, les nitrates, par exemple, c'est ce qu'on retrouve dans les eaux, on va le voir, de ruissellement, dans les rivières, etc., et qui a tendance, qui nourrit les plantes et qui permet le développement notamment des algues. Mais l'homme ne s'est pas satisfait de cette fixation d'azote biologique. L'homme s'est dit, l'ingénierie agronomique s'est dit, la solution pour avoir un rendement supérieur, c'est de distribuer de l'azote chimique. On va synthétiser des molécules d'azote. Alors, ce n'est pas de l'ammoniac qui est toxique, mais c'est de l'urée.
on va synthétiser de l'urée en grande quantité, et puis on pourra l'épandre dans les champs, comme on le fait industriellement, et comme ça se fait à La Réunion, bien sûr. L'azote, c'est le constituant d'un grand nombre de molécules, de plus de 10 000 molécules, effectivement, qui sont présentes dans le corps humain et qui constituent les muscles. Les muscles sont des protéines, donc ils contiennent beaucoup d'azote. Toutes les parois cellulaires contiennent des molécules aussi protéiques ou de polypeptides, d'acides aminés, etc. Toutes les synthèses avec les enzymes, eh bien, ça mobilise de l'azote. Bref, c'est vraiment l'élément clé, l'élément fondamental de la croissance, de la survie des organismes. Diapositive suivante. Donc voilà, en résumé un petit peu tout ce que l'azote peut nous apporter. Et en conclusion, effectivement, il est dit que l'élément nutritif limitant principal de la production agricole, c'est l'apport d'azote. S'il n'y a pas assez d'azote, eh bien, la plante ne pousse pas. D'où l'usage du fumier, par exemple, de tous les intrants chimiques azotés, synthétiques ou naturels, parce qu'il y en a de naturels, heureusement. Et par ailleurs, si on met dans un champ, on met trop de fumier, d'engrais, eh bien, l'excès, qui ne sera pas pris par les plantes, il va se répandre dans les eaux de ruissellement, donc polluer toutes les nappes phréatiques, aller jusqu'au lagon, par exemple, ici. Également, il y a une grande partie qui va s'évaporer sous forme d'ammoniac dans l'air, qui, vous le savez, est un gaz à effet de serre, hein, comme le CO2 notamment. Voilà. Donc, la suivante. Donc, nous avons travaillé sur cet atome d'azote en cherchant à identifier dans tous les compartiments du territoire quelle était sa présence, sa forme de présence et les quantités qu'on pouvait y trouver. Donc vous voyez en vert les parties cultivées, les prairies, les terres arables. Vous voyez en rouge les animaux, hein, le bétail. Et puis en orange, nous les humains, autres mammifères, la population. Et donc on a pu établir sur l'ensemble du territoire et l'ensemble des productions et de la population les flux d'azote, les quantifier, et on est arrivé à une représentation évidemment assez ésotérique, là, dans une méthodologie qui a été testée à l'échelle internationale, européenne, française, par mes collègues Gilles Billen, Josette Garnier et d'autres. Et nombre de publications ont paru depuis 10 ou 15 ans sur effectivement la modélisation des flux d'azote dans les systèmes agroalimentaires dans le monde. Et La Réunion en a bénéficié ainsi, ce qui est fantastique. On ne pouvait pas espérer mieux. Diapositive suivante. Donc, par ailleurs, tous les travaux aujourd'hui dans ce sens montrent qu'au niveau européen, on pourrait effectivement se passer d'un approvisionnement alimentaire sans engrais industriels azotés, dans la mesure où on se tourne vers une agriculture saine, durable, qui utilise la fixation de l'azote par des plantes en particulier, que sont les légumineuses, on en parlera. Alors pour La Réunion, est-ce que ce scénario du coup est valide ou pas? Eh bien, notre réponse a été oui, mais sous certaines conditions. Sous certaines conditions, parce que les terres cultivables ici sont très limitées, ouais, une quarantaine de milliers d'hectares, pas plus. Et puis également une agriculture qui actuellement est extrêmement spécialisée pour l'importation. On plante fondamentalement pour exporter, pour l'exportation. Donc c'est la canne pour le sucre ou le rhum, c'est l'ananas, ce sont d'autres fruits. Mais qu'est-ce qu'il en est effectivement de l'alimentation des Réunionnaises et des Réunionnais? Est-ce qu'elle est privilégiée dans ce contexte-là? Diapositive suivante. Donc il y a des leviers, si on veut changer, si on veut aller dans une vraie transition écologique, qui s'impose à nous, de toute façon, qui va s'imposer. Le jour où c'est un blocus et qui dure assez longtemps, eh bien, comment on va manger? Donc ça s'impose vraiment à nous, et il y a différents moyens. Donc introduire des rotations culturales d'agriculture biologique avec des légumineuses qui vont fixer l'azote, et qui sont donc riches en protéines, qu'on peut nous aussi consommer. Les pois, par exemple, hein, les grains sous différentes formes. Il faut reconnecter l'élevage, non pas des élevages intensifs dans des fermes industrielles, mais associer l'élevage
aux cultures vivrières, aux cultures de légumineuses, etc. Donc la polyculture, comme on savait le faire autrefois à La Réunion, hein, comme dans d'autres régions. Ça, c'était la vraie agriculture, on peut dire conventionnelle. Ce n'est pas l'agriculture industrielle qui est conventionnelle, c'était celle-là. Et puis également, il faut essayer de privilégier la production de protéines végétales avec des grandes cultures. Hein, ça peut être des champs, mais l'agroforesterie aussi, l'agroécologie peuvent y pourvoir largement. Donc en augmentant les productions végétales et de plantes qui fabriquent des protéines que nous pouvons consommer également. Et enfin, il faut essayer de trouver de la place un peu plus pour les cultures maraîchères et fruitières qui sont la base de notre alimentation. Diapositive suivante. Voilà. Donc les leviers actionnés, c'est du côté du producteur, voilà, c'était précédemment, mais aussi du consommateur que nous sommes tous. Qui que nous soyons, même les agricultrices et les agriculteurs sont des consommateurs. Et quelque part, un des drames qu'on a connus dans beaucoup d'autres régions d'outre-mer aussi, mais d'abord en Europe, aux États-Unis, en Occident, c'est d'avoir une suralimentation. Donc, de consommer beaucoup trop de calories sous différentes formes. Et ce qui est le plus producteur, qui favorise l'emmagasinement des calories sous forme de graisse, eh bien, ce sont justement les graisses, ce sont les sucres. Ce ne sont pas les protéines quand elles ne sont pas associées à de la graisse, comme par exemple dans le porc, un peu plus que dans d'autres morceaux plus maigres. Mais voilà, donc cette surconsommation de sucre et de graisse, eh bien, elle est le propre de notre époque, avec l'introduction ici à La Réunion des boissons sucrées, avec l'introduction massive de la consommation aussi de riz, mais qui est un riz qui est dénaturé quelque part, puisque ce n'est pas du riz complet. Le riz complet, il contient des protéines dans les enveloppes. Là, le riz qu'on consomme aujourd'hui, le riz blanc, c'est que de l'amidon, c'est que du sucre. Donc, on voit une barquette, c'est d'abord beaucoup de riz. Eh bien, je suis désolé, mais ça n'est pas très sain pour notre alimentation. Les conséquences, c'est quoi? C'est le surpoids, l'obésité, mais aussi toutes les maladies qui vont avec, les maladies aiguës, les maladies chroniques, et il y en a une pléiade. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de convertir dans notre alimentation la part des protéines animales en protéines végétales. Et on peut très bien le faire quand on fait un bon curry. Bon, ça, c'était un que j'avais fait chez moi. Hein, tout le monde s'est régalé. Mais on a diminué volontairement la ration, vous voyez, de viande et la ration calorique. On peut la diminuer autant qu'on veut, pratiquement, pourvu qu'on satisfasse aux besoins fondamentaux qui sont fixés pour l'homme, hein, à un certain niveau, au niveau international, et qui sont appliqués aussi en France. Mais aujourd'hui, on est complètement dans le dépassement. Donc il y a des scénarios qu'on peut envisager pour essayer d'atterrir de cette façon-là. Il y a 3 scénarios, par exemple, à titre d'exemple, qui ont été choisis. Soit on consomme 30% de protéines animales. Aujourd'hui, on est à 45, 50, 55% de protéines animales en moyenne dans l'assiette à La Réunion. Donc c'est vous dire qu'on est largement au-dessus encore. Donc 30% de protéines animales, si on convertit 50% de prairies permanentes, aujourd'hui des champs d'herbes, et qu'on réduit des 2/3 l'espace pour la canne à sucre au profit de cultures maraîchères et fruitières, notamment, ou de légumineuses, eh bien, on va avoir une dépendance de l'importation qui va tomber à 9%. Alors qu'aujourd'hui, on est à, on peut dire, 95% quand on compte tous les intrants. Donc déjà, vous voyez, c'est un effort conséquent, mais qui est atteignable vraisemblablement. Le scénario 2, si on ne veut plus du tout être dépendant, 20% de protéines animales, on convertit toujours 50% des prairies, mais on ne produit plus de canne à sucre. Et enfin, le dernier scénario, 3, toujours aucune dépendance aux importations, idéalement, hein, 15% de protéines animales, ça reste encore un niveau très honnête. On n'est pas vegan, là, on n'est pas végétarien, hein, on est encore carnivore en partie, mais on réduit la canne au 4/5e, de 4/5e. Voilà donc 3 scénarios, vous voyez, qui nous permettent objectivement, sur la base des flux d'azote et des bilans azotés, d'arriver à une vraie autonomie alimentaire.
Alors, le constat environnemental au niveau local, pour terminer de mon côté, c'est que tout cet apport excessif d'azote qu'on a en épandage dans les champs notamment, plus les rejets humains de différentes manières, eh bien, se retrouve forcément dans la nature, dans les sols, dans les nappes phréatiques, dans les ravines, dans les lagons. Et le résultat, c'est une dégradation accélérée en 50 ans de toute la biodiversité et du paysage aussi de l'île. Eau chargée en plus en pesticides, en quantité, vous voyez, ce sont des études ça, qui ont été menées par le BRGM ces dernières années, et les tests montrent que la pollution est omniprésente, vraiment. Et pourtant, au niveau le plus élevé de notre hiérarchie politique, au niveau présidentiel, qui avait été défini pour l'outre-mer, zéro exclusion, zéro vulnérabilité au changement climatique, zéro carbone, zéro polluant agricole et zéro déchet. Où en est-on aujourd'hui? On va leur envoyer le diagnostic. Diapositive suivante, c'est pour toi, je crois. Merci beaucoup. Alors, quand on voit tout ça, allez-y, je vous en prie, le mérite. Quand on voit tout ça, après on pose la question, on fait, on pourrait faire sur place. Et moi j'entends, non, ne gagne pas fait, n'a point personne, il peut faire. C'est bizarre parce qu'à Cuba, quand même, après le blocus des années 90, ils sont passés à l'agrobiologie, à l'agroécologie, et ils arrivent à nourrir quasiment 2 millions de personnes à 50% en fruits et légumes bio. Le Sikkim, qui est un petit État indien, il est à 100% bio. Le Bhoutan, pas dire qu'ils soient... ils ont pour objectif d'arriver en 2035 à 100% bio. Le Kyrgyzstan, pareil. Un État que je n'ai jamais entendu parler, l'Andhra Pradesh, qui s'est fixé de commencer à travailler sur le bio. Nous gagne fait alors. Les avantages qu'il y a en plus, c'est que ça va créer une création d'emplois non délocalisables. Je crois qu'on l'avait estimé sur un de nos travaux, c'était 120 000 personnes. 120 000 personnes. Il y en a 2-3 mois, ni charge de travail, non? Et on peut réduire aussi forcément la dégradation des milieux naturels. Bernard l'a parlé avec les flux d'azote. Ce qui est important aussi, c'est que quand on peut discuter avec les agriculteurs, ils disent « Ouais, mais le problème, c'est que moi, je vais perdre de mes revenus. » Non, ça va garantir, justement, l'idée, c'est de garantir un revenu minimal, décent. Ça va également favoriser les pratiques de proximité. On va avoir une agriculture biologique et agroécologique. Bernard en a parlé. Si vous voulez qu'on discute permaculture, ça va. On pourra parler, on peut aussi mettre en place l'agroforesterie, l'aquaponie. Ça favorise également l'implantation des espèces endémiques. Ça favorise la filière bois. On pourrait aussi parler de la filière bambou. Les commerces de proximité, les circuits courts qu'on a pu connaître pendant le Covid. Moi, franchement, je me suis dit après, c'est cool. Tous nos producteurs locaux, on va pouvoir avoir ça mis en avant. On a vu que ça marche. Pourquoi ça s'est arrêté? Je discutais tout à l'heure avec une personne de la Chambre, j'espère qu'il pourra prendre le micro et nous faire part de son expérience. Et puis, on élimine les intrants chimiques polluants. Après, on dit, mais seulement le bio, il coûte cher, ça. Allons voir. Il y a un travail qui a été fait par Michel Duru de l'INRAE et qui a déterminé que quand on prend le prix du marché des produits alimentaires, ça ne reflète en réalité qu'entre un tiers et la moitié du coût réel du produit. Que si jamais on poursuit un petit peu la logique, quand on dépense 1 € pour se nourrir en Europe, en vérité, il faut 1 autre euro pour réparer notre santé et la nature. J'ai juste voulu faire un petit truc assez simple à comprendre. L'agriculture conventionnelle, allez, on va dire, on achète pour 1 €. Alors, on va acheter en agriculture bio, ça va être à peu près 1,25 €. C'est à peu près les chiffres qu'on peut trouver. Seulement, si on ajoute à l'agriculture conventionnelle l'eau, tous les soins, tous les impôts, toute l'énergie qu'il y a besoin pour aussi nettoyer tous les dégâts qui ont été faits, il faut rajouter 1 €. Par contre, l'agriculture bio, ce qu'on rajoute, c'est de la biodiversité.
À l'échelle de la France, ça donne quoi? Alors, on a repris, parce que les travaux de Michel Duru ont été confirmés par la FAO. La FAO, c'est la Fédération de la Food and Alimentation Organisation, autrement dit, les Nations Unies. Merci pour ton aide. C'est ça, t'es ma... En France, pour l'alimentation, c'est 200 milliards d'euros. Si on convertit, ça veut dire que en agriculture bio, ça nous coûterait 250 milliards. Et par contre, en agriculture conventionnelle, ça reviendrait, à cause de l'agriculture conventionnelle, à 400 milliards. Ça veut dire qu'on aurait un gain de 150 milliards. Là, je vais un peu m'écarter de mon collectif citoyen. Mais quand je me dis qu'on cherche 10 milliards d'euros et qu'on fait travailler les gens jusqu'à 64 ans, on a un bon peu d'argent là à gagner. À La Réunion, c'est pareil. En gros, si on prend juste les biens de consommation non durable, il y a 2 milliards d'euros, ça revient donc à 4 milliards pour 2,5 milliards d'euros qui seraient utilisés. Donc on peut avoir un gain juste sur La Réunion à 1,5 milliard d'euros et de la biodiversité. J'espère que ça vous fait réfléchir les personnes. J'espère que, je ne sais pas si vous aviez cette image-là. Moi, quand j'ai vu le travail de Michel Duru, franchement, ça a été du pain béni. En gros, l'autonomie alimentaire, on l'a vu. On a vu les risques au niveau mondial. Stéphane nous a présenté les problématiques qu'il pouvait y avoir au niveau des risques locaux. Bernard nous a présenté que c'était possible et faisable. On va gagner, donc on sait que c'est possible, on sait qu'on va gagner avec une meilleure santé, on va voir que ça pourra avoir plus d'emplois locaux. Juste une précision, parce que j'ai oublié de vous dire, mais j'aime bien, c'est 200 milliards par an. Par an. Il y a de quoi faire, non? Plus d'emplois locaux, un coût global moindre de plusieurs milliards d'euros. Donc moi, je suis vraiment partant pour une agriculture qui soit revalorisée, 100% bio, locale, paysanne, avec des petites structures, pas des méga structures, solidaire, autosuffisance. Le collectif Oasis Réunion plaide pour une alimentation traditionnelle, saine, sûre, durable, accessible à tous, à juste prix, pour protéger notre terre nourricière, obtenir notre souveraineté alimentaire. Et on vous remercie pour votre écoute. Didier, tu reprends la main. Surtout le micro. Donc voilà, on va passer maintenant aux échanges. Je pense que tout ça doit vous porter à des questionnements ou à simplement des témoignages, y compris dans vos activités. Attends, je passe là, je te passe après. Non, j'ai pas besoin de... Si, parce qu'on enregistre les micros. Je vous remercie pour votre exposé. Ça me rappelle quand j'étais à Paris aux Arts et Métiers, on avait reçu Dumont, qu'on avait pris pour un farfelu, avec son pull vert rouge et son verre d'eau. Et il était dans le vrai. Deuxième point, je regarde dans la salle, il y a beaucoup de Réunionnaises qui ont des t-shirts et je ne les ai pas vus à côté de vous, qui sont de votre association. Moi, je vais revenir à La Réunion, moi qui m'intéresse. Je suis dans une famille réunionnaise issue de paysans. Ma femme est descendante d'esclaves. La Réunion, c'est un comptoir. Les crédits publics sont envoyés ici, sont recyclés et repartent par les gros blancs comme Auchan, etc. Vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire. Oui. Il y a 6 à 7 000 hectares qui sont en friche. On pourrait les cultiver. Ensuite, il y avait l'ingénieur Maillard, colonialiste, qui disait « Les 1000 microclimats ici sont fertiles, on peut planter toutes les plantes alimentaires du monde. » Vous n'avez pas parlé du riz. Le riz ici, on importe du riz ici. Il y a un chercheur chinois qui a fait une variété hybride qu'il fait à Madagascar. Et qui a le rendement à peu près de, de 16 à 17 tonnes à la tonne ou à l'hectare. Pourquoi ici? Et nous, on importe 43 000 tonnes de riz par le comment, je ne sais plus comment c'est
Oui, il y a le distributeur. En plus, avec l'OGA, il a des farines animales. Il a été pris la main dans le pot de confiture. Hein. Alors, on importe des tomates, des oignons, etc. Ensuite, le nécessaire du consensus. On n'y arrivera que par le plan politique. Il faut que tout le monde se mette autour de la table. Et nous, on plaide pour une assemblée unique. On est dans un millefeuille. Tout le monde se tire des bourdes. C'est pas moi, c'est lui, etc. Et il faut une conférence publique régionale, ce qu'ont fait les Corses. Et ils obtiennent. En conclusion, je dirais en 1848 a été l'ère de la liberté. 46 qui a été l'ère de l'égalité. Et je dirais, je souhaite 2025 que ce soit l'ère de la responsabilité. Je vous remercie de m'avoir écouté et entendu. Est-ce que ça amène une réponse de votre part? Un commentaire? On passe à une question suivante. Une question ? Bernard? Oui, je ferai peut-être un commentaire, mais un petit peu après, si vous voulez, quand d'autres questions peut-être vont croiser. D'accord. Parce que la question, c'était plusieurs questions qui étaient soulevées, alors du coup, ce serait préférable de regrouper. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette présentation. Je vais rebondir également sur le riz. En partant à Caroche, j'ai parlé avec une dame qui me disait à l'époque, tout ça, il n'y avait pas autant de construction et que du coup, il y a du riz qui est fait en local depuis peu et qui vient alimenter des écoles, je suppose autour de Saint-Paul. Est-ce que vous avez plus de données au sujet? On en mange quand même quasi tous les jours sur le riz et les projets à La Réunion. On fait tourner d'abord, on fait une série de questions? D'accord, enfin encore deux questions. On note vos questions et oui, on va bonsoir. les croiser. Merci Vincent de Génération Écologie. Enfin, moi, merci pour l'invitation déjà et puis j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai une question par rapport à la production de canne en fait. Moi, mon sentiment, mais enfin, la canne en fait, on vit les dernières années là, c'est plus possible après. Et tu as fait vous avez fait des schémas, des trajectoires. Mais à mon sens, là, on voit bien les planteurs de canne. Ils sont au bout du rouleau, ils sont au bout du bout. Et je ne suis pas économiste, hein, ni fils de cagnard, petit-fils de cagnier, mais en tout cas, je pense qu'on arrive à la fin là, du cycle de la canne et qui doit être justement remplacé par le cycle de la souveraineté alimentaire. Merci. Une dernière intervention avant qu'on passe aux réponses. Une question? Il y a d'autres questions, on va revenir après. On fera une deuxième question. Alors, merci bien pour l'invitation et tout ça. Donc, mes soutiens aux autres, il n'y a pas de problème. Quand vous dites, en fait, compte que le bio, ça ne coûte pas cher, mais pour l'agriculteur, ça coûte cher. Très cher. Et deuxième point, je suis agriculteur, ça fait très longtemps. Donc, tout le monde qui me connaît dans cette salle. Vous avez oublié une partie, quand on parle du bio, il y a la CGSS. La sécurité, elle a augmenté, surtout en élevage et en arboriculture. Ensuite, vous avez parlé, pourquoi parler que HVE, haute valeur environnementale, alors qu'il y a le HVQE, c'est le numéro 3, donc pour certains qui ne connaissent pas. Ensuite, il ne faut pas oublier les créoles. Hein. Donc, il y a certains qui disent, moi, il fait bio, moi, mais il n'est pas payé. Il ne paye pas une certification, il n'a pas un cahier de charge. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Et de plus en plus, les gens ils vont regarder le portefeuille avant d'acheter. Très, très, très grand. Et après, troisième question, est-ce que vraiment on est soutenu en tant qu'agriculteur ou agricultrice dans ce milieu-là? Vraiment. Parce qu'on parle de souveraineté alimentaire, c'est pour qu'on avance. Hein. On parle de la canne et tout ça, mais pas partout. Il y a des zones irriguées en agricole. Donc, c'est de l'eau potable et de l'eau agricole. C'est coûteux. Très, très coûteux. Donc, voilà. Mais encore d'autres questions, mais je laisse les autres à participer.
On passe à une première réponse par rapport aux questions qui viennent d'être posées et on passera à une deuxième série. Peut-être, comme j'ai une mémoire à court terme, je vais répondre à la dernière question. En fait, quand il y a les 1,25 là, il y a tout qui est compris dedans. Il y a aussi la partie CGSS. En fait, c'est le coût qui est de 1,25. Mais dedans, j'imagine que l'agriculteur, il a inclus. Mais en fait, ce qu'on a voulu démontrer après, c'était que de toute façon, quand on arrive à des différentiels de 150 milliards d'euros, à mon avis, il y a plusieurs choix politiques qui sont à faire. Est-ce que justement on diminue le coût de l'aliment pour que tout le monde, y compris les personnes qui sont RSA, puissent en bénéficier? Est-ce qu'on dit on va rémunérer largement mieux les agriculteurs? Est-ce qu'on fait des mixtes? Est-ce qu'on arrive à faire les deux? Enfin, je veux dire, avec une enveloppe de 150 milliards, il y a de quoi faire en termes de décisions politiques. Donc, je vais articuler ma réponse un peu effectivement sur ce questionnement qu'on a tous et tous, c'est de savoir comment faire. Comment faire. Pour nous, du point de vue biologique, du point de vue physique, biophysique, c'était l'objectif du travail scientifique, hein, c'est de savoir si c'était réaliste ou pas de penser autonomie alimentaire, donc autosuffisance, avec uniquement des productions locales. Et comme disait monsieur Maillard, entre autres, à La Réunion, on a la chance que ici ou là, tout peut pousser quasiment. Pas tout, mais beaucoup de choses. Pour parler du riz, par exemple, le riz à La Réunion, il y en a eu de plantés et de produits plus qu'aujourd'hui, à certaines périodes de l'histoire de La Réunion, relativement récentes. Mais ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans un système concurrentiel où ce qui est importé peut arriver à bas prix par rapport à ce qui est produit ici. Et ça, on n'y échappe pas. C'est lié au système, effectivement, réglementaire et au système de protection qui est plus ou moins efficace pour vis-à-vis des productions locales. Donc, tant qu'on ne voudra pas mieux protéger les productions locales, par le biais, effectivement, de la taxation des importations, eh bien, rien ne changera. Mais pour pouvoir changer justement quelque chose, il faut produire. Alors, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, quoi. Hein. Par quoi commencer? Et donc, commencer, ça veut dire avoir, au niveau des pouvoirs publics, comme au niveau des acteurs professionnels, et notamment les agriculteurs, chambres d'agriculture, etc., c'est d'avoir un vrai consensus, tout le monde autour de la même table, et d'avoir un vrai consensus pour assurer la transition écologique. Parce que la transition écologique, ce n'est pas une fantaisie, hein, c'est une nécessité absolue dans la situation où on est aujourd'hui, critique de ce réchauffement climatique, qui a des conséquences multiples. On le voit bien, l'allongement à propos de l'eau. Hein, celui qui cultive, il sait très bien que s'il n'a pas d'eau, il ne peut pas cultiver. Donc ça, c'est un élément fondamental qu'il nous faut prendre en compte. Et autrement qu'en utilisant l'eau potable pour arroser les jardins. Hein, il faut récupérer l'eau effectivement de pluie, il faut la stocker, il faut la canaliser. Il faut trouver des solutions d'aménagement aussi qui soient beaucoup plus adaptées que ce qu'elles le sont aujourd'hui. Et je fais une parenthèse parce que c'est très important en termes de stratégie de politique à l'échelle de l'île. Les grands travaux à l'échelle de l'île, on a connu ça, les grands aménagements. Le basculement des eaux. Le basculement des eaux, ça date des années 80 à peu près. Hein. C'est gigantesque. Hein. On a fait ça à La Réunion. C'était quelque part pour des grandes entreprises apporter la preuve qu'on savait faire des grands travaux dans le domaine du transfert de l'eau. Mais quel est le résultat aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on cultive véritablement d'utile pour la consommation alimentaire dans les Hauts de l'Ouest? Oui, on cultive des piscines, ça oui. Hein, mais, hein, et la canne, si peu. Aujourd'hui, on dit dans l'Ouest, eh bien, la période sèche, cette année, a duré beaucoup plus encore que les années précédentes. Et c'est naturel. Pourquoi? Parce que c'est une région qui n'est pas boisée. Elle a été déforestée complètement, elle n'est pas boisée. Donc l'eau n'y reste pas. Hein, il n'y a pas d'évaporation et l'eau n'y reste pas. Il ne pleut pas. Donc c'est d'une complexité très grande parce que les solutions
du point de vue de la transition écologique, ce ne sont pas uniquement des solutions financières, ce ne sont pas uniquement des solutions d'aménagement, c'est un tout, c'est vraiment une transition écologique, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire, reconstituer le patrimoine écologique, le patrimoine végétal de toute l'île, non pas la recouvrir de forêts comme ça a été à l'origine, mais en tout cas avoir une agriculture qui soit une agriculture équilibrée, autosuffisante par rapport à ses ressources en eau. L'homme y apporte sa contribution en gérant économiquement cette eau, mais avoir aussi, parce qu'il y a l'érosion, hein, on n'en a pas parlé, mais l'érosion de la terre et de la terre arable, c'est une catastrophe. Et la canne, certains ont beau dire que la canne retient les sols, allez voir dans les champs de canne, dans les pentes, hein, les sillons entre les rangées de cannes, de jeunes pousses, etc. Vous ne trouverez pas une herbe, parce qu'effectivement, il y a plein de désherbants, il y a plein de Roundup, hein, mais également, la terre est à nu. Et quand il pleut beaucoup, ben, cette terre, elle s'en va, et c'est même plus une terre, c'est un substrat qui est quasi stérile, et donc il faut reconstituer après si on veut faire du maraîchage, et ça prend beaucoup de temps. Donc on est dans ce dilemme profond, comment changer, et on ne pourra pas changer si tout le monde ne se met pas autour de la table, et c'est la politique que prône Oasis Réunion depuis le début. On a interpellé tous les élus, on a interpellé la Chambre d'agriculture, avec bienveillance, hein. On n'est pas là pour condamner, ce n'est pas nous qui décidons, mais on témoigne et on demande à ce que tout soit fait pour que la transition se fasse en souplesse. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais oui, aujourd'hui, on va être surtout dans un processus de guérison qui va coûter encore plus cher. Je n'ai pas répondu à toutes vos questions parce qu'elles étaient nombreuses, mais n'hésitez pas à nous relancer. Il y avait d'autres questions. Juste 2 points, pardon Didier. Ouais. Juste 2 points. La première, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du riz, mais il y a, comme je dis en introduction, si on avait dû aborder tous les sujets, on aurait dû détailler, on y passait la journée et on n'avait que 45 minutes. Et à savoir que j'ai participé il y a un mois et demi, il y avait plusieurs autres personnes avec moi du collectif qui participaient à une réunion qui a été organisée par le département et qui réunissait plein d'acteurs de l'agriculture, ou de l'alimentaire plutôt, et justement pour penser à comment construire une souveraineté alimentaire. Alors, vous pourriez lever la main, je ça c'est exactement où j'en suis au niveau des questions. Alors, il y avait le monsieur tout à l'heure à qui j'avais entendu. Bonsoir, bravo pour la présentation. Donc, moi, c'est Sébastien Belmen, responsable du GAB Réunion, donc le groupement d'agriculture biologique. Vous avez dressé un constat pessimiste, mais il faut le faire de toute façon. Moi, je serais plutôt optimiste, puisque vous savez, la population quand même s'organise et comment on va dire ça, des projets se créent au niveau citoyen. Vous avez des associations et d'autres collectifs qui créent des choses. Vous savez qu'il y a un projet pour 2030 d'1 million d'arbres à replanter qui a été validé par une association, la Plaine des Cafes, je pense que vous devez connaître. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je trouve que... qu'est-ce que je voulais dire ? Au niveau des commerces, oui, il y a une étude qui se fait actuellement entre la RIFEL, le GAB et la DAF pour dresser le constat des dizaines de magasins qui ont fermé en bio l'année dernière parce que le bio était trop cher, parce que les entreprises qui ont ouvert ces magasins ne pouvaient pas s'en sortir, donc ils ont tout simplement fermé. Donc là, il y a une réflexion qui est posée pour recréer une dynamique de vente et de proposition aux citoyens. Bien sûr, l'État a des projets, a des régimes et veulent nous faire entrer dans des cases en tant qu'agriculteurs pour suivre ce que l'État nous propose. Et ce qui marche bien, c'est bien sûr, comme je vous dis, les collectifs. Moi, je travaille dans des ateliers de chantier insertion qui font des paniers de légumes bio aussi, qui fonctionnent très bien. Vous en avez un peu partout dans l'île. Donc là, c'est des citoyens qui ont décidé de faire ça, donc ça se fait. Au niveau agriculteur, ce qui est dur pour nous, c'est tous ces contrôles de plus en plus, le dressement qu'on appelle ça, tout ce qui est, vous disiez le carbone et l'indice carbone et l'indice
Alors, je ne sais plus ce que vous avez dit, c'était carbone et azote, voilà, qui va sortir bientôt. Là, c'est un rapport pour que chaque exploitation puisse savoir les quantités d'azote qu'ils ont sur leur terrain. Donc, ça se fait déjà par cartographie, je crois, au niveau de la DAF. Et ça va se développer de plus en plus précis quand ils auront des bons matériels pour pouvoir faire ces vérifications ou juste des contrôles sur le terrain. Donc je pense que de toute façon, la canne, comme disait le monsieur derrière, ça va s'éteindre, hein, parce que c'est plus possible de se rémunérer avec la canne. La diversification a été proposée aux agriculteurs depuis une quinzaine d'années, pour ceux qui faisaient la canne, mais bien souvent c'était une histoire de formation. Les agriculteurs n'étaient pas assez formés aussi pour pouvoir faire cette mutation agricole. Donc ça prend du temps. Au niveau alimentaire, vous avez parlé du riz, du grain, du carry, mais ça c'est notre base de l'alimentation à La Réunion. Donc pour changer cette alimentation, ça prend un certain temps. De plus en plus on mange des légumes, par rapport à il y a 25 ans on mange beaucoup plus de légumes, ça se change, mais ça prend un certain temps. Au niveau des pesticides, eh bien ça on ne pourra pas faire grand chose, vous aurez toujours des gens conventionnels qui vont vouloir traiter parce que leurs parents sont nés là-dedans, on fait ça. Moi-même mes parents, moi je suis un des exemples du conventionnel qui s'est mis en bio après avoir fait 10 ans de conventionnel. Donc j'en suis fier d'avoir une belle exploitation en bio maintenant. Et ce n'est pas le choix de tout le monde, ça dépend de la famille, parce qu'il y a des familles qui n'acceptent pas que leurs enfants se mettent en bio. Limite, ça casse la famille après. Moi, mes parents l'ont accepté, ils ont mis du temps. Il a fallu que je leur démontre que la possibilité de changer du conventionnel en bio, c'est possible. C'est ce que je fais au travers des ateliers chantiers d'insertion, que je montre tout ce qui est association de plantes, diversification, les travaux avec la Lune et qui permet de vraiment optimiser tout ce qui est permaculture, agroforesterie, donc qui a besoin d'être créé. Moi, j'ai un projet d'agroforesterie sur la Saline. Donc, il y a des petits projets qui se font quand même à La Réunion, qui vont aller à l'origine 2030, enfin, pour le futur, en 2030, j'espère, faire toutes ces mutations. Bon, voilà. Bonjour, je suis avec Oasis Réunion et je voulais juste revenir un instant sur ce que vous disiez par rapport à changer riz, carry, légumes, enfin riz, carry, grains, etc. C'est pas du tout ça. C'est juste revoir la manière dont l'assiette est faite. Pas du tout changer ça, justement revenir à nos bases, arrêter de manger Burger King, etc. Vraiment rester sur notre consommation. Je suis d'accord avec vous, mais bon, au niveau nutritionnel, vous avez bien expliqué que il y a des dosages par personne en fonction de son corps. Donc ça, au niveau nutritionnel, je pensais diversifier. Le riz, le grain, le carry ne sera pas bien en manger que ça toute la vie. Il faut vraiment manger un peu de légumes, un peu plus diversifié en fait. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des questions plus courtes, avec des témoignages plus courts, de façon à ce qu'on dynamise un petit peu et que chacun puisse surtout pouvoir prendre la parole, qu'il n'y ait pas de frustration dans la salle. Donc relevez bien les mains, s'il vous plaît. Alors voilà, je vais faire dans l'ordre ici, je n'oublierai personne. Alors, premièrement, j'imagine que c'est un des sujets qui est passé à la trappe, mais pour un territoire insulaire, tout ce qui est la pêche, par rapport à l'autonomie alimentaire, vous n'en avez pas parlé, donc je voulais savoir si c'est un sujet qui passe à la trappe. Et pareil, Monsieur Bonnet, dans les 3 scénarios que vous avez proposés, est-ce que l'exploitation maritime a été prise en compte? Merci. Donc je réponds brièvement, effectivement, mais bon, clairement, à votre question, c'est qu'aujourd'hui, la consommation de protéines animales issues de la pêche est marginale à La Réunion, pour une raison fondamentale, c'est que La Réunion, c'est un volcan qui s'est dressé dans la mer, dans l'océan, et avec l'érosion, tout autour, tous les fonds, ça descend très très vite sur les pentes, et donc tous les fonds tout de suite sont à des niveaux bathymétriques très importants.
donc les sédiments ne restent pas. Il n'y a pas de plateau continental, comme par exemple autour de l'Afrique ou de l'Europe. Donc les poissons, ceux que l'on consomme en général et qui sont les plus faciles à capturer, ils se retrouvent dans des profondeurs moyennes ou faibles. Donc à La Réunion, il y a la petite pêche, la pêche en barque traditionnelle, à la palangrotte ou autre, qui a existé, qui existe toujours un peu. Mais elle est supplantée aujourd'hui par la pêche au gros, et de loin en termes de production. C'est d'ailleurs une production qui n'est pas statistiquement suivie, contrôlée encore par les autorités. C'est très dommage parce que ça a un impact très important sûrement, non seulement sur la ressource elle-même, la ressource en poissons pélagiques, mais également par contre-coup sur les poissons côtiers, plus proches de la côte, et a fortiori aussi sur les grands animaux migrateurs que sont les requins. Donc s'il y a autant de requins à La Réunion aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une concurrence un peu déloyale en termes de capture de pélagique, mais ce n'est pas le seul sujet, la seule raison. Donc la pêche, c'est un apport relativement faible au niveau alimentaire à La Réunion. On s'est posé déjà la question de savoir si on pouvait développer une aquaculture en mer ou à terre. À terre, il n'y a pas beaucoup de possibilités. La partie littorale, effectivement, n'apporte pas beaucoup de surface disponible. Elles ont été utilisées pour d'autres choses. Donc, ne pensons pas à l'aquaculture terrestre, quasiment pas. C'est tout à fait extrêmement marginal. Et l'aquaculture en mer, il y avait des cages à Saint-Paul, dans la baie de Saint-Paul, à un moment donné, pour élever quelques espèces marines. Mais elles ont soi-disant attiré les requins, et c'est possible. Et du coup, on a supprimé cette aquaculture en mer. Enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. Par rapport à des pays comme Madagascar, où il y a effectivement des plateformes continentales aussi importantes, le potentiel de pêche à La Réunion est faible. Donc, ce n'est pas négligé, mais d'autant que c'est une ressource de poissons. Et on voit les gabarits de ces personnes qui, en même temps, sont affectées par aussi le surpoids et l'obésité avec les boissons, le coca et compagnie, et un changement de mode de vie qui les a altérés profondément dans leur santé. Donc voilà, si j'ai répondu à votre question. Merci. Bonsoir, merci pour votre exposé. Du coup, moi j'ai une question un peu d'ordre pratique. Quand vous abordiez une transition avec 3 scénarios, c'est-à-dire un scénario qui nous ramènerait avec 9% d'importation, puis un autre en modifiant 50% des terres sans plus aucune dépendance ni importation. Enfin voilà, c'est 3 scénarios. Au vu de ce que nous amène le rapport Meadows, qui nous projette grosso modo un effondrement entre 2030 et 2040, si on reste plutôt positif. Est-ce que, vu l'inertie des décideurs politiques, vu aussi l'inertie que peut avoir une population à décider de changer de consommation et de production, et de mode de production, est-ce que ces 3 scénarios, enfin, c'est pas est-ce que, mais c'est combien de temps prendrait la transition et la bascule du fait de passer d'un territoire azoté, surazoté, à un mode d'agriculture tel qu'il est décrit ici? Est-ce que, en fait, c'est réalisable? Si à un moment donné, on décide de le faire, combien ça prend de temps, tout simplement, pour que la Terre soit efficiente? Je pense qu'on n'a pas la réponse. On est complètement dans l'incertitude parce que la situation est extrêmement complexe. C'est un système à la fois agroalimentaire, mais aussi sociétal, économique, politique, économique et financier. Donc ça dépend de la volonté politique affichée au sens large, ça dépend des moyens dont on se dote pour cette transformation. Maintenant, quand on est au pied du mur, quand par exemple il y a un blocus, il n'y a plus d'aliments qui arrivent. Si au bout d'un mois, on ne peut plus donner à manger aux animaux d'élevage, c'est qu'il a failli se passer récemment. Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger quoi? On va se transporter, si je puis dire. On va verser vers le végétal, parce qu'il faut se remplir l'estomac. Avec quoi on va se remplir l'estomac? Avec des braides. Avant, on ramassait les braides le long du chemin de fer. Bois de chemin de fer.
et ainsi de suite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes de la population ne savent plus ce que c'est. Et surtout que les Réunionnais sont devenus des citadins. Ce ne sont plus des gens de la campagne, et des hauts. Autrefois, la population réunionnaise, elle habitait très très peu sur le littoral. Il n'y avait personne sur les plages. Donc, vous voyez, cette transition peut se faire à différentes vitesses, mais ça dépend. C'est un système tellement complexe, tellement lourd, que ça demande une mobilisation très forte et qui ne se fera vraisemblablement que par à-coup et dans l'urgence. Je vous passe le micro. Ah, vous allez voir, c'est du 100% vécu. Ce sera du concret. Voilà. Bonjour tout le monde, bonsoir. Alors, à votre réponse, monsieur, je vais prendre tout simplement mon cas. Moi, j'étais en conventionnel, producteur conventionnel. Je faisais de l'élevage en 2000, même pas, en 97, 98. Je faisais que de l'élevage. Beaucoup de problèmes de maladies. J'ai fait un peu de maraîchage. Vraiment du conventionnel. Franchement, moi, on m'a dit, dans les années 90, quand j'étais étudiant, il fallait mettre de l'engrais, des pesticides, des fongicides, et en grande quantité pour pouvoir produire. Moi, jusqu'à 2017, allez, on va dire jusqu'à 2009, 2010, c'est ce que j'ai fait. Produire à outrance. Sauf que moi, mon sol, à un moment donné, il ne produisait plus, il était vide. Voilà, moi aussi, il était vide, hein, parce que je suis tombé malade. Par rapport à ça, je peux vous dire, incapacité à marcher, vertige. Et puis, les médecins disent, ce gars-là, quand on va chez le médecin, c'est juste, il est mytho, quoi. Les analyses n'ont rien. On n'a rien pas de problème, donc c'est dans la tête. Je dis, OK. 2009, 2010, plus de production. On n'arrive plus à produire. Trop de pesticides, trop d'herbicides. Donc, moi, on m'a arrêté quasiment la totalité. Ça a été dur, très difficile. Même souvent, des fois, dire, m'y abandonne, puisque m'a laissé mes terrains en friche, quasiment 3 hectares. Quasiment 3 hectares en friche. Et un beau jour, on me dit, bon, il faut que m'y retrouve les manches, et m'y recommence à produire. Sauf, comme disaient mes grands-parents auparavant, du fumier, des animaux, et avec la nature. C'est ce que j'ai fait. J'étais pas en bio. J'ai pu produire grâce à ça, seulement en 4 ans. Puis je suis passé quasiment dans le bio par la suite à un contrôle que j'ai eu. Et aujourd'hui, sur mon exploitation, on est quasiment autonome. On parle du riz. Je produis mon riz. Je fais de ma farine. On fait notre vinaigre. On fait notre confiture. J'ai fait de la production. Depuis 2018, justement, 2019, Covid, comment on consomme, je suis quasiment, allez, il y a encore quelques-uns qui font des paniers bio jusqu'à présent, et je continue. Auparavant, on n'avait pas de salaire. Attendez, l'engrais coûte assez cher quand même, les insecticides coûtent cher, les fongicides coûtent cher. Donc, c'était les plus gros oiseaux qui me faisaient vivre. Aujourd'hui, moi, il peut tirer à moi un revenu. Très difficile, mais il peut même embaucher des gens maintenant. Donc, cette transition, on peut le faire avec, bien sûr, des leviers, les politiques, surtout les politiques. En 4 ans, on peut renverser la vapeur si on veut à La Réunion. Comment ? Alors, maman a toujours travaillé sans subvention.
Les subventions, ça sert. Ça sert surtout à plomber les agriculteurs, bien souvent des fois. Alors je repasse de l'autre côté, il y avait 2 questions. Merci. Juste pour fixer les choses, 150 milliards d'économies, c'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. Donc je crois qu'on a actuellement un gouvernement qui cherche de l'argent. Il y a de l'argent à trouver. Les transitions, ça peut aussi coûter cher finalement aux finances publiques, puisqu'il y a la TVA aussi derrière tout ça. Lorsqu'on importe des produits qui sont transformés à La Réunion, ce n'est pas le même taux de TVA que des produits qui sont non transformés, qui ont une TVA très très faible. Donc il y a cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Est-ce que l'État a intérêt à favoriser les ventes sur les marchés de plein vent, les ventes de produits non transformés? La question se pose, puisque finalement c'est moins de recettes pour l'État. Et puis il y avait une autre chose, rentrer dans les transitions, bien entendu, comme l'a dit ce monsieur. En fait, est-ce que... Enfin, vous, comment est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible, quoi? Le but quand même dans la finalité, comme on a pu entendre un très beau témoignage, c'est de revaloriser ce métier qui est créer la nourriture, qui est de nourrir la population. Et ce qu'il y a, c'est que quand on voit quelqu'un se balader en cosmonaute et qui envoie du produit et ça donne pas forcément envie d'aller dedans. Et le but, c'est de valoriser, mais revaloriser par le côté noble. Moi, je dis, ça vaut de l'or, ce témoignage. Il devrait aller dans les lycées, dans les écoles, parce que c'est par le vécu, c'est du vécu. Il a traversé du conventionnel en bio, comme monsieur aussi tout à l'heure a parlé. Le collectif, en fait, il a sa raison d'être, c'est ça. C'est de faire que ensemble, tous ensemble, ce collectif puisse exprimer ses voix, cette vérité qui est par le vécu. Et c'est ça la force. Et il faut qu'il y ait transmission pour les jeunes générations. Il y a un gros travail à faire. Et c'est clair que c'est en communiquant cette énergie-là, puisqu'elles détiennent des vérités et des clés, et tous ensemble. Et donc c'est ça aussi le but. C'est à nous tous ensemble, avec la Chambre, il y a des représentants ici, et c'est ensemble, tous les différents étages, comme disait Bernard Bonnet, c'est de se retrouver autour de la table. Il n'y a pas d'échanger et de trouver cette définition ensemble du futur. Juste parenthèse, je voulais partager, on ne peut pas changer le passé, j'avais écrit, mais on a une chance de pouvoir modifier le futur. Il dépend que de nous. Et c'est nous qui le créons. Voilà. Donc c'est à nous donc le collectif, il est là pour ça. Bien. Merci. Il y a une question ici. Didier, il y aura aussi une question devant. Merci. Alors moi, je fais un rêve, c'est que La Réunion puisse être un département bio et le seul de la métropole et de France, on va dire, que ça puisse devenir un modèle avec, en plus, le fait que ce soit insulaire, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs aussi. Et de se dire que ça pourrait aussi créer du tourisme écologique et une image aussi, comme un modèle, quoi. Voilà, d'une autre société. Merci, bonsoir. J'ai juste une question concrète. J'aurais savoir si le climat réunionnais, avec les périodes de sécheresse, avec les cyclones, etc., est propice pour développer le maraîchage et l'autonomie alimentaire, sachant que c'est très souvent que sur les marchés, des produits disparaissent parce que bon, il n'y a pas eu assez d'eau, parce qu'il y a eu des cyclones, etc., etc. Voilà ma question de savoir, est-ce que ce climat est propice vraiment à développer ce type de production maraîchère? Merci. Oui, je vous apporte peut-être tout de suite, parce que ça nous interpelle beaucoup, cette question de savoir par rapport à la possibilité sur le papier, effectivement, globalement, pour nous, la transition écologique dans le sens d'une autonomie alimentaire est possible, elle est envisageable.
Mais après, concrètement, sur le terrain, comment ça doit se traduire? Alors, quand vous parlez des influences effectivement dominantes, hein, des périodes sèches et des périodes pluvieuses, des cyclones, etc., la Réunion, c'est une somme de très nombreux terroirs différents. Donc, quand on dit terroir, c'est non seulement la terre, le sol, mais aussi ce sont les conditions de milieu, hein, les conditions de pluviométrie, les conditions d'ensoleillement, les conditions de vent, les variations en fonction des saisons. Donc, ce qu'on cultive à un endroit, on ne va pas le cultiver à un autre. Et ce qui est possible de faire ici, eh bien, il n'est pas forcément possible de le faire là. Donc, la Réunion, les Réunionnais le savent très bien. Chacun d'entre nous qui a eu un petit bout de terre, hein, même une cour, sait ce qu'il peut planter et ce qu'il va produire ou ce qu'il ne pourra pas produire. Mais ça pose la question après de nourrir toute la population, donc de la distribution, d'une distribution appropriée. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de vendre au plus près du lieu de production. Ce sont les circuits courts. Et comme l'expliquait monsieur, ce sont ces boutiques de producteurs ou ces étals de producteurs et qui permettent à la population de se servir en connaissance de cause, parce que du coup, on connaît les agricultrices et les agriculteurs qui amènent les produits, on discute, on visite éventuellement sur leur terrain. Donc, c'est cette démarche-là qui est une démarche très différenciée et qui existe d'ailleurs. Hein. Il y a des producteurs dans l'Est aussi. On a quelques très beaux exemples de personnes, de couples, de personnes même assez âgées, qui ont même pas 1 hectare, hein, de terrain, mais qui l'ont ouvert aux visites et qui produisent très bien pour se nourrir aussi. Combien d'agriculteurs aujourd'hui, d'exploitants agricoles, ne sont pas en autonomie alimentaire? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais normalement, quand on a des terres et qu'on est agriculteur, on fait son petit jardin, on fait son maraîchage personnel, hein, on a ses arbres fruitiers et on peut se nourrir toute l'année. Celui qui ne le fait pas, s'il devient fonctionnaire hein, de l'agriculture, et il y en a peut-être, hein, mais quelque part, cette sagesse ancienne et populaire d'agriculture naturelle, comme on dit des fois, elle est présente. Et chacun sur son bout de terre sait ce qu'il peut produire quand dans l'année. Et malheureusement, on est tributaire avec les cyclones de plus en plus par ces grandes intempéries. On est tributaire du côté sophistiqué de l'agriculture, avec les serres, des serres qui sont détruites à chaque fois qu'il y a des vents hein, qui sont trop puissants. Ça coûte une fortune, ça. Alors c'est pourquoi ça peut être du bio, mais c'est du bio intensif avec une serre. Tandis que quand vous avez planté en agroforesterie, enfin en agroécologie, avec des espèces endémiques pour faire des haies, que vous ne plantez pas dans le sens de la pente, mais en travers de la pente pour retenir les terres, que vous drainez comme il faut le terrain, que vous allez mettre en sous-sol du bananier tranché, etc., pour retenir l'eau, et ainsi de suite. Il y a quantité de techniques, en fait, qui sont disponibles aujourd'hui, avec la permaculture aussi, pour fertiliser le plus rapidement possible le sol et pour produire. Et M. Taristas, je pense, peut nous dire quel niveau de production il a, quel rendement il a par rapport à une agriculture agrochimique. Je suis sûr qu'il a de très bons rendements. Enfin, je l'ai constaté sur son terrain. Voilà, même rendement. Hein. Donc c'est une critique, une mauvaise critique qui est faite à l'agriculture biologique. Bon, ça aussi, il faut en prendre bien conscience, mais vous en avez sûrement conscience. C'est que c'est une guerre des mots, c'est une guerre de la communication. Et dans cette guerre de la communication, qui est-ce qui domine? Ce sont les grands lobbies industriels, les grands lobbies financiers. Ici, pour la canne, eh c'est Tereos, et c'est à la fois le lobby du rhum, de la banane et du sucre, et qui pèse lourd au niveau européen et qui fait reculer les réglementations environnementales. Donc on est dans ce conflit-là nécessairement. Et bien ici, il faut l'aborder, sinon avec bienveillance, en tout cas avec énergie, avec sérénité, mais en ne refusant pas la discussion et en arrivant à se convaincre par des exemples très très concrets, très opérationnels de la réalité des choses et des possibilités. La canne bio, par exemple, on en parle depuis au moins 5 ou 6 ans. Mais aujourd'hui, qui fait de la canne bio à La Réunion? Personne. Oui. Sainte-Rose, voilà. C'est le seul exemple, je crois, hein, disons, actif. Mais bon, il y avait un projet avec la Chambre d'agriculture, il est tombé dans les limbes, quoi. Hein.
Donc, de la canne bio, on peut en garder de la canne, parce que avoir du sucre, quand même, c'est important pour conserver un certain nombre d'aliments. Voilà. Donc, on peut garder de la canne, mais de façon proportionnée. Et surtout, je reviens aussi sur la question qui a été posée là, du riz et du curry. Mais chez moi, je fais un curry aussi bien, c'est pas avec du riz, ça va être avec du songe, ça va avec du sauce au maïs, etc. Ça sera quand même un curry, hein, et qui sera très bon. Donc les possibilités, elles existent. Il faut s'ouvrir à d'autres, à l'innovation. L'innovation aussi, qui souvent est un rappel de la tradition. Bonsoir tout le monde. Alors moi, je voudrais revenir à quelques fondamentaux. Quand on nous parle souvent de souveraineté alimentaire, la première notion qui vient à l'idée, c'est la dimension biologique, voire physiologique. C'est-à-dire prendre des calories, remplir le ventre, remplir les intestins, répondre aux besoins du corps, etc. Mais nous oublie souvent que la nourriture a une dimension culturelle première. C'est-à-dire que quand nous mange, quand nous nourrit à nous, ne fait pas que sustenter le corps, nous fait bien sûr, nous mange de la culture, nous mange de l'enracinement, nous mange de la mémoire. C'est ça, se nourrir. Et donc, quand on nous rappelle à nous de ça, quand nous mange un bon curry que notre mémé ou notre pépé l'a fait quand on était marmaille, c'est tout ça qui remonte. Et donc, manger, c'est se souvenir de ce qui fait à nous du bien. Et la santé n'est pas seulement physiologique. Et ça, tout le monde y connaît. Mais comment on arrive à ce résultat-là? Eh bien, nous connaissons que quand nous mange, par exemple, les racines, etc., eh bien, le créole, quand il mange ça, là, il ne fait pas que remplir son ventre. Il est en train de communier. Il communie avec des gens, avec ses ascendants. Des gens que là passent avant lui, que là mettent le dos au soleil, que là travailler cette terre humus, là, que là fait de l'humus, l'humain. Et donc, quand nous sommes en train de manger, nous sommes en communion, nous sommes presque en prière, je dirais, avec l'été là avant nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous parle de est-ce que demain nous passons en bio ou pas, etc., nous avons encore le luxe actuellement de pouvoir poser à nous cette question-là. Mais bientôt, nous n'aurons plus le luxe. C'est-à-dire que ce sera une nécessité, nous n'aurons plus le choix. Mais c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes encore dans la séquence chronologique où nous pouvons encore dire on continue encore un peu le conventionnel, on demande des subventions, on fait telle culture, telle monoculture coloniale, etc. Mais bientôt, peut-être nous n'aurons plus le choix. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que souvent, nous attendons de ne plus avoir le choix pour changer de modèle. Et c'est le pire, parce que du coup, on est devant le mur sans préparation. Il n'y a rien de pire que quand on doit faire un effort et qu'on n'est pas préparé à le faire. Alors que là, nous avons le luxe de pouvoir préparer à nous, mais pour ça, nous avons un défi. Nous avons un défi technique et nous avons un défi de formation. Et nous avons un défi donc de travailler ensemble. C'est-à-dire actuellement, on a plein de fonciers que l'est déjà travaillé par des agriculteurs, que l'est dans le conventionnel depuis 40-50 ans. Et moi, je ne voudrais pas jeter la pierre à ces gens-là, parce que ces gens-là ont mis de dos au soleil pendant quelques décennies, et que Zola fait le job. Mais Zola fait le job Zola fait le travail avec les moyens du bord, avec les connaissances de notre temps, des connaissances qui sont maintenant datées. Mais par contre, il n'a pas eu un portage politique, une orientation politique pour dire, eh ben, nous sommes conscients que ce modèle-là, c'est un modèle qui maintenant est dépassé. Eh bien, comment on nous passe de ce modèle A au modèle B? Pour ça, il ne faut pas être tout seul. Aujourd'hui, la profession agricole, elle est seule. C'est ça le problème. C'est que, enfin, pas seule. Il y en a la Chambre d'agriculture, il y en a plein d'instances qui essayent de développer une démarche biologique. Il y en a David Morel, que les techniciens à la Chambre, que l'accompagné beaucoup d'agriculteurs en ce sens. Mais nous voit que là encore timide. Et ce niveau de timidité-là, il dit à nous toutes sur l'ambition. Il dit à nous toutes sur l'orientation politique que les porter localement. Et là, nous voit que si nous ne préparons pas nous, comme il dit nous, c'est-à-dire tous les agriculteurs qu'actuellement ils travaillent déjà en bio, qu'il a acquis une connaissance, qui maîtrisent déjà les process et les itinéraires techniques, si nous ne partageons pas ce que nous connaissons avec la profession agricole conventionnelle, parce que là, nous laissons un territoire, nous n'avons pas le choix. Nous réussissons ensemble ou nous meurons ensemble. Donc, ils nous préfèrent vivre ensemble. Nous préfèrent réussir ensemble, parce que ce défi-là, en plus, il est à notre portée. C'est ça l'affaire, il est à notre portée, et le pire serait de gaspiller notre potentiel et nos connaissances pour arriver à un résultat nul. Et ça, nous n'avons pas le droit de faire ça, parce que nous avons une responsabilité, c'est de réussir, pas seulement pour nous, mais notre marmaille vient derrière. Tous les jours, on a de mouliner la Réunion. Et donc, pour ça, il faut penser à ces marmailles-là. Et ça,
la responsabilité que les sur nos épaules actuellement, mais que malheureusement, parfois, les élus, ils ne mesurent pas, ou alors certains, ils mesurent, mais ils restent complices avec un certain modèle. Et bien nous, chez Oasis, nous essayons d'être cet élément, enfin cette force qui met, entre guillemets, une pression sur le système général pour dire, maintenant, nous les conscients, et nous regardent, et nous connaissent. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez faire ça dans le silence, entre techniciens, etc., et nous roule tout le monde. Aujourd'hui, non. Nous sommes en train de dire que nous regardons, nous les conscients des problèmes, des contraintes, nous connaissons que ce ne sera pas facile, nous connaissons qu'il faudra du temps, qu'il faudra des moyens, mais par contre, nous la mesurer tout ça. Et donc, nous gagnons mettre sur la table un vrai projet en disant, maintenant, nous faisons ensemble. Et ça, c'est plus qu'une invitation, c'est presque un défi qu'il faut que nous relèvons ensemble. Alors, quand Alain m'attendait la question de coût de l'agriculture biologique, parce que moi, j'étais avec Austin, Herman, qui dit oui, mais là, il ne dit pas, mais il coûte cher quand même, le produit, etc. Alors, il est vrai que dans le modèle, enfin, dans l'explication qui a été posée tout à l'heure, nous n'est pas arrivé jusqu'à expliquer comment les transferts se feraient. Parce qu'effectivement, nous voyons les 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards 5, 1 milliard 5. Mais en fait, ça, il conditionne, enfin, ça, il pousse à quelque chose. Il pousse les pouvoirs publics, il pousse la puissance publique, à un moment donné, de dire, voilà, en toute transparence, voilà l'argent que je récupère quand je ne fais pas telle dépense, et cette dépense que je ne ferai pas, je la mets dans le registre des comptes de la nation, et je ventile ça sur telle opération. Mais il est possible. Mais ça, il n'a pas eu le temps d'expliquer ça là. Mais ça, c'est Mais par contre, pour arriver à là, il revient sur la nécessité que le politique s'empare de cette question en transparence, en honnêteté, en sincérité et en courage. Donc voilà, c'est les conditions que nous voulons soulever. Merci beaucoup. Merci Patrice. Donc il va rester une question et on va conclure derrière si vous voulez bien. Ah non, moi j'ai demandé la parole pour David. Voilà. Mais je profite pour dire, nous sommes, à mon sens, à notre sens chez Oasis Réunion, à votre sens, je vous pose la question, sommes-nous ou pas en insécurité alimentaire, vu la situation géopolitique qui existe en ce moment? Il suffirait d'appuyer sur un bouton. Que deviendrait la Réunion si les bateaux n'entrent plus, si la guerre, hélas, il faut le dire, la guerre pourrait être à nos portes dans 1 mois, dans 2 mois, ça dépend des grands de ce monde. Et les décideurs, effectivement, je pense que là, il n'y a plus, nous pensons, Raffarin disait, c'est pas la rue qui commande. Ben, je ne sais pas si vous pensez comme moi, comme nous à Oasis Réunion, mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons vraiment faire pression sur nos décideurs pour qu'ils travaillent vite et bien, très rapidement, et sans faire l'alliance toujours avec les lobbies de la Réunion. Vous savez qu'ils sont puissants et qu'ils peuvent agir sur les décisions de nos institutionnels. Voilà. Et David? Merci. Juste un truc, pour la réunion avec le département, on en avait 2-3. Il y en avait 2-3 qui étaient justement qui défendaient les lobbies qui sont existants aujourd'hui. De toute façon, il n'y a qu'à lire sur les journaux. Et là, je viens de voir encore un article sur Facebook. On le sait de toute façon qu'ils sont avec les lobbies. Et depuis toujours. Quand Macron a fait son repas ici, c'est Urcopa qui a payé. David. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation, ces remarques, ces débats. En fait, l'agriculteur, si on lui demande de changer de modèle, il va changer de modèle. D'accord ? Donc l'agriculteur, avant, il n'y avait pas de pesticides, il faisait de l'agriculture. On lui a imposé des pesticides, il a fait avec pesticides. Si demain on lui dit de faire autrement, il fera autrement. Voilà, donc c'est pas la technique qui manque. Voilà, donc il y a d'autres freins. Donc on parle de souveraineté alimentaire.
est-ce qu'on a la souveraineté de faire changer les choses? Ça aussi, je pense on doit se poser la question. Donc souveraineté de se poser, de changer les choses, de décider par nous-mêmes, ça c'est important. Donc est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de dire qu'on veut changer d'agriculture? Moi je dis que non. Voilà. Donc parce que on est dans, je ne vais pas tourner autour du pot, on est dans l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a la compétence agricole, hein, comme la compétence pour le marché extérieur. Hein, donc voilà. Donc c'est elle qui décide, c'est plus la France. D'accord? Donc on décide à la marge. D'accord? On décide à la marge, mais on ne décide plus. Voilà. Donc on ne peut pas avoir une souveraineté alimentaire si on n'a pas la souveraineté de dire ce qu'on veut faire. Donc voilà. Et donc on sait faire de la carotte, on sait faire de l'oignon, on sait faire du riz, on peut tout faire, d'accord? Mais quand on est en concurrence avec tout le monde, avec le monde entier, c'est pas possible. Un fonctionnaire, moi en travaillant en tant que salarié, ou n'importe qui, n'est pas en concurrence avec l'instituteur malgache ou l'instituteur belge ou autrichien ou espagnol. L'agriculteur, ici, lui, il est en concurrence, c'est produit en concurrence avec le monde entier. Donc, il ne pourra jamais s'aligner. On peut parler de normes, on peut parler de bio, on met les normes, on met exactement les mêmes règles pour tous les agriculteurs. Il y aura toujours ce coût social, d'accord? Le SMIC espagnol, il sera toujours encore plus faible que le SMIC français ou le SMIC chilien, etc. Donc c'est impossible si on ne met pas des barrières, si on n'arrête pas avec ce libre-échange, d'accord, et on passe à un juste échange, eh ben, ça ne marchera pas. Donc voilà. Merci. Bon, là, ça va être la toute dernière question, parce que là, il est plus de 8h30, et donc on aimerait bien libérer un peu toute l'équipe de l'espace qui nous a accueillis ici chaleureusement. Oui, monsieur a bien parlé pour compléter ce que monsieur disait. Il est inadmissible que l'Europe finance des bâtiments pour les OP, et ces bâtiments... il y a des produits d'importation. Un OP, c'est un groupement, ça doit être pour les agriculteurs. Ce n'est pas normal qu'un OP, avec d'autres filières qu'il a, doit faire rentrer les carottes de Chine ou les oignons de Mada. Et d'autant plus les produits qu'on n'utilise plus il y a plus de 20 ans, l'Europe a tiré sur le marché, qui arrive à La Réunion. Pour nous, on dit c'est pour la sécurité des consommateurs. Mais sur les produits d'importation, est-ce qu'il y a une analyse qui a été faite pour voir vraiment qu'est-ce qu'on mange à l'importation? Ça, c'est important. L'Oasis devrait faire, de mon affaire, tous les produits qui rentrent au niveau, qui soient des carottes de Chine ou d'oignons ou autres qui rentrent à La Réunion, voir le taux de pesticides qui est tiré depuis plus de 20 ans, si ça ne rentre plus à La Réunion. Pour moi, actuellement, ça existe encore les molécules que l'Europe nous a interdit depuis 20 ans et qui rentrent ici, que les consommateurs actuellement que l'on est en train de bouffer. Ça, c'est pas normal. C'est le combat actuel des agriculteurs avec le Mercosur. Bien. Vous avez peut-être un petit mot de conclusion? Pour Bernard, oui, parce qu'on va conclure. Oui, je vais conclure juste tout à fait effectivement à l'écoute de ce que vous expliquez, tant par rapport à l'Europe que par rapport aux importations. Oasis Réunion n'a pas de ressources propres, très très peu.
Donc nous sommes quelque part des témoins, on interpelle, etc. Mais c'est le rôle, par exemple, de l'Agence réunionnaise de santé, de l'ARS, des laboratoires de répression des fraudes, de contrôler tous ces produits. Est-ce qu'ils le font? Ben voilà, il faut les interpeller. Il faut que les consommateurs, quelque part, ce sont les consommateurs, ce sont les citoyens qui sont les vrais décideurs. Mais si les consommateurs ne se mobilisent pas, eh bien, on ne pèse pas lourd devant qui que ce soit et devant les pouvoirs publics. Donc, mobilisons-nous, soutenez les activités d'Oasis Réunion, rejoignez-nous, et ça sera avec grand plaisir qu'on pourra être encore plus percutant, plus actif et plus efficace. Merci en tout cas à vous toutes et tous, et merci à mes amis d'Oasis Réunion. On a passé un très bon moment. Donc, on remercie chaleureusement donc, les 3 intervenants et toute l'équipe de Oasis Réunion qui était bien présente dans la salle. Vous avez pu le remarquer. Une autre chose, c'est que peut-être on pourrait faire une conférence uniquement sur qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour que les choses changent, et avec les propositions sur les bases qui ont été proposées ce soir, par exemple. Il y a des comités qui sont mis en place, des comités d'action pour l'autonomie alimentaire qui prônaient par exemple la défense d'un foncier qui soit mise aux jeunes générations d'agriculteurs, parce qu'il y a du foncier qui dort par exemple à La Réunion et qui n'est pas encore vraiment valorisé. Il y a toute problématique de la restauration scolaire qui est aussi un levier important pour travailler sur le développement du bio à La Réunion. Donc il y a des leviers possibles à partir du moment où on modifie une politique, et modifier une politique, ça peut le faire qu'avec les citoyens qui font du forcing vis-à-vis des élus. Voilà, ça c'est vraiment une proposition qu'on pourrait mettre sur pied et qui pourrait être un nouveau sujet. C'est quelle action on peut mener en tant que citoyen, et à partir des bases solides, parce qu'il ne s'agit pas de partir sur n'importe quoi, mais sur une réalité telle qui a été proposée par Oasis, qu'on remercie vraiment pour la qualité de leurs prestations. Merci beaucoup. Alors, il y a une proposition de photo, je crois, pour Oasis Réunion. Donc, si vous voulez, je ne sais pas avec qui, avec le plus de monde possible. Donc, si vous voulez aider à cette photo, participez-y. Et puis, je vous donne rendez-vous le 5 décembre donc, à la Longère Sud-Alfuma pour Clotilde, la conférence de Expédite Laop Cerno. Voilà, donc à jeudi 5 décembre, et merci à vous pour votre participation. Vous pouvez aller signer le manifeste pour ceux qui n'ont pas encore fait sur le site Oasis Réunion. C'est en 2 clics. Et ceux qui veulent faire une photo, on va faire une photo avec tous ceux qui veulent pour la famille Oasis Réunion. Venez. Pays paradis, Zaloïsé mon bouquet, sauf comment pour Dali, faut arroser. À l'amour rêve mes amis, un remède pour mon entier, un nouveau philosophie, à la lolidée. Nous vais manger, nous vais fabriquer, pour développer, pour exister, pour notre langage, pour notre paysage, nous vais acheter, valoriser. Local, nous vais localiser. Local, nous sommes normalisés. Global, nous les globaliser. Capital, faut pas se balayer. Faut localiser. N'a longtemps Gramoun l'a dit, la racine il faut soigner. À ce main grand bois l'été long. La petite Duchman est appelée à l'estrade. La petite Duchman. Nous l'a validé. Pour l'énergie, l'autonomie, pour la planète, respect mon ancêtre, pour l'amour mon pays, pour demain pour aujourd'hui, pour un an pour dehors, n'a ni plus fort. L'eau
les globaliser. Capitale, faut pas se balayer. Faut localiser. Cosa nouvelle localiser. Pour exister, nouvelle localiser. Pour l'énergie, nouvelle localiser. L'écologie, nouvelle localiser. Cosa nouvelle localiser. Ça nous message, nouvelle localiser. Pour notre langage, notre paysage, nouvelle localiser. Nouvelle localiser.